Bonjour, je suis Emmanuel Pinte, psychopraticien et formateur en hypnose et thérapie brève. On se demande souvent qu'est-ce que l'hypnose? Cette pratique qui nous a souvent intrigués avec ses images de pendules et de voix apaisantes. Aujourd'hui, nous en entendons souvent parler. Nous croisons des gens qui ont déjà vécu une séance ou ont participé à un spectacle. Nous entendons souvent que c'est utile pour l'arrêt du tabac ou la perte de poids, que des gens sont réceptifs et d'autres pas du tout. Nous voyons des personnes qui ont des avis dessus, ou qui en ont peur. Mais qu'est-ce que c'est? En cabinet, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui viennent avec leur traitement médical parce qu'ils pensent qu'ils vont être endormis. Des fois, certains me disent qu'ils sont toujours très conscients et qu'on ne peut pas les mettre en transe. Ou encore les gens qui ont peur de tout ça. Pour ma part, avant de pratiquer l'hypnose, j'en avais peur. Peur qu'on rentre dans ma tête, peur de ce qu'on pourrait trouver ou de ce que je pourrais faire. Qu'on voit comment j'étais bébé ou jeune enfant. Aujourd'hui, avec tout ce recul, je trouve ça amusant. Je sais qu'on ne rentre pas dans la tête des gens. On ne leur fait pas faire ce que l'on veut, mais plutôt les gens acceptent de faire ce que eux veulent au plus profond. L'hypnose est une succession de suggestions et d'inductions pour permettre à une partie de nous de se laisser porter. Mais tout au long de notre vie, nous nous suggérons des choses. Cela donne des changements de comportement, de goût, de façon de voir le monde. L'histoire de l'hypnose est fascinante. Ses racines plongent très loin dans le passé. Les prêtres sumériens étaient des pionniers de l'hypnose. Cette civilisation qui existait entre le 6e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ ont laissé des traces indélébiles de pratiques spirituelles et thérapeutiques. Elles présentent de troublantes similitudes avec l'hypnose moderne. Les Sumériens avaient construit des temples du sommeil, des lieux sacrés dédiés à la guérison et à la divination. Dans ces temples, les prêtres utilisaient des techniques pour induire des états de transe chez les malades. Ces états modifiés de conscience étaient considérés comme des moyens de communiquer avec le monde spirituel et d'obtenir des guérisons miraculeuses. Puis pendant l'Antiquité, dans les temples de guérison de l'Égypte ancienne ou de la Grèce antique, les prêtres utilisaient aussi des techniques pour induire des états modifiés de conscience, pour soigner ou pour préparer les guerriers au combat. Mais c'est au XVIIIe siècle que l'histoire de l'hypnose telle qu'on la connaît aujourd'hui commence vraiment à prendre forme. Franz Anton Mesmer est un médecin allemand. Il développe, lui, la théorie du magnétisme animal. Selon lui, l'énergie vitale était un fluide magnétique qui imprégnait tous les êtres vivants, et on pouvait influencer le magnétisme d'une personne pour soulager ses maux. Ces idées révolutionnaires le conduisent à Paris, où il rencontre un succès fulgurant. Les séances organisées autour du baquet de Mesmer à Paris, auxquelles participait notamment la reine Marie-Antoinette, étaient de véritables événements sociaux. L'atmosphère créée dans ces salles était propice à la suggestion. Pénombre, musique douce, incantations mystérieuses et contact physique avec le baquet. Ce cocktail d'éléments favorisait l'émergence de ce que Mesmer appelait des crises magnétiques. Tremblements, pleurs, convulsions. Ces réactions étaient interprétées comme la manifestation de la guérison. L'engouement populaire était tel que des personnes de tous les milieux sociaux se pressaient pour assister à ces séances, souvent motivées par un espoir de guérison ou simplement par la curiosité. Marie-Antoinette, en tant que reine, donnait ses lettres de noblesse à ces pratiques, attirant encore plus de monde. Ces séances, bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses critiques, témoignent de la fascination de l'époque pour le mystère et l'inconnu, ainsi que de la puissance de la suggestion sur l'esprit humain. Cependant, les méthodes de Mesmer sont contestées par la communauté scientifique, qui les considère comme du charlatanisme. Malgré les critiques, Mesmer a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'hypnose, ouvrant la voie à de nombreuses recherches futures. Au XIXe siècle, l'hypnose continue de faire parler d'elle. James Braid, chirurgien écossais, a révolutionné notre compréhension de l'hypnose. Intrigué par les phénomènes observés lors des séances de magnétisme animal, il s'est attelé à étudier scientifiquement ces états modifiés de conscience. Braid a ainsi posé les fondations de l'hypnose moderne en lui donnant son nom. Dérivé du grec hypnos, signifiant sommeil, il a remplacé les notions mystiques associées au magnétisme animal, par une approche plus rationnelle et physiologique. En effet, pour Braid, l'hypnose était un état induit par la suggestion, et non un phénomène paranormal. Il a mis au point une technique d'induction simple mais efficace, la fixation visuelle d'un objet brillant. L'une des contributions les plus remarquables de Braid a été d'explorer l'utilisation de l'hypnose comme anesthésique, lors d'interventions chirurgicales. Il a réalisé plusieurs opérations sous hypnose, démontrant ainsi le potentiel de cette technique pour soulager la douleur. Cependant, cette pratique a progressivement été délaissée au profit des anesthésiques chimiques plus fiables et plus faciles à administrer. James Braid a été un visionnaire qui a ouvert la voie à une meilleure compréhension de l'hypnose. Grâce à ses travaux, l'hypnose est devenue une discipline scientifique à part entière. Et bien qu'en chirurgie elle ait connu un essoufflement temporaire, elle reste un outil précieux pour les professionnels de santé.
Peu après, c'est Jean-Martin Charcot, neurologue français de renom, qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'hypnose. À la tête de la Salpêtrière, un hôpital parisien accueillant principalement des femmes atteintes de maladies nerveuses, il a fait de l'hypnose un outil d'investigation et de traitement. Comme James Braid, et contrairement à ses prédécesseurs qui voyaient dans l'hypnose un phénomène énigmatique et souvent lié à ses croyances mystiques, Charcot a cherché à en faire une science. Il a étudié l'hypnose de manière systématique, en observant et en documentant les réactions de ses patientes. Ces séances, véritables spectacles médicaux, attiraient des médecins du monde entier, venus observer ces démonstrations. Charcot utilisait l'hypnose pour induire chez ses patientes des états modifiés de conscience qu'il appelait des leçons cliniques. Il les soumettait à diverses suggestions, provoquant ainsi des symptômes hystériques tels que des paralysies, des contractures ou des anesthésies. Ces démonstrations spectaculaires lui permettaient d'étudier les mécanismes de l'hystérie et de mettre en évidence le rôle de la suggestion dans la production des symptômes. Bien que les théories de Charcot sur l'hystérie aient été remises en question par la suite, son approche scientifique de l'hypnose a ouvert la voie à de nombreuses recherches. Aujourd'hui encore, l'hypnose est utilisée dans le traitement de nombreux troubles et les travaux de Charcot continuent d'inspirer les chercheurs et les praticiens. C'est donc à cette époque que l'hypnose devient un outil pour les médecins, notamment pour soigner l'hystérie. Sigmund Freud, qui a assisté aux leçons de Charcot à la Salpêtrière, a été profondément marqué par ses travaux. Les idées de Charcot sur la suggestion, l'inconscient et la conversion hystérique ont influencé les premières théories psychanalytiques. En 1985, Freud se rend à Paris pour suivre les cours de Charcot. Il est fasciné par les démonstrations du célèbre neurologue qui utilise l'hypnose pour induire et soulager les symptômes hystériques chez ses patientes. Freud est particulièrement impressionné par la capacité de l'hypnose à révéler des aspects inconscients de la personnalité. Il voit dans cette méthode un outil puissant pour explorer les profondeurs de l'esprit humain. Pour Freud, l'hypnose est bien plus qu'une simple technique thérapeutique. C'est une véritable fenêtre sur l'inconscient. Il observe que sous hypnose, ses patients expriment des idées, des souvenirs et des émotions qu'ils refoulent habituellement. Cette découverte le convainc de l'existence d'une psychique inconsciente qui détermine en grande partie notre comportement. Freud va progressivement abandonner l'hypnose au profit d'autres méthodes, comme la méthode cathartique et l'association libre. Ces techniques lui permettent d'explorer l'inconscient de manière plus systématique et de développer sa propre théorie de la personnalité. Mais si James Braid et Jean-Martin Charcot ont posé les fondations de l'hypnose moderne et que Sigmund Freud a exploré les implications psychologiques, c'est Milton Erickson qui a véritablement révolutionné la pratique de l'hypnose au XXe siècle. Milton Erickson était un médecin américain atteint de poliomyélite dans son enfance, qui a développé des capacités exceptionnelles de communication et de suggestion. Malgré ses handicaps physiques, il est devenu un thérapeute renommé, utilisant l'hypnose pour aider ses patients à surmonter des problèmes variés, allant des phobies aux douleurs chroniques. L'approche d'Erickson se distinguait radicalement de celle de ses prédécesseurs. Il ne suivait pas de protocole rigide et ne cherchait pas à standardiser les séances d'hypnose. Au contraire, il adaptait sa technique à chaque patient, en utilisant un langage riche en métaphores, en suggestions indirectes et en techniques de confusion. Cette approche, appelée hypnose ericksonienne, mettait l'accent sur les ressources et les capacités du patient plutôt que sur ses problèmes. Les travaux de Milton Erickson ont inspiré de nombreux thérapeutes et chercheurs. Parmi eux, on compte Richard Bandler et John Grinder qui ont étudié de près les techniques d'Erickson dans les années 1970. Intrigués par l'efficacité de ces méthodes, ils ont cherché à identifier les modèles de communication et les stratégies qui sous-tendaient ces succès. C'est ainsi qu'est née la programmation neurolinguistique, la PNL. En parallèle du développement de la PNL, l'école de Palo Alto en Californie a joué un rôle important dans l'étude de la communication et de l'interaction humaine. Elle a développé des théories sur la communication, la famille et les systèmes complexes qui ont influencé la PNL et d'autres approches thérapeutiques. L'hypnose ericksonienne et la PNL ont profondément transformé le paysage de la thérapie. Ces approches ont permis de démocratiser l'hypnose et de la rendre plus accessible. Elles ont également ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la communication, de la motivation et du développement personnel. Aujourd'hui, elle est une pratique reconnue et utilisée dans de nombreux domaines. Gestion du stress, phobie, addiction, c'est un outil puissant pour accéder à nos ressources intérieures et favoriser le changement. Contrairement aux idées reçues, l'hypnose n'est pas un état de sommeil, mais plutôt un état de concentration profonde et de focalisation de l'attention. La personne reste consciente et maître d'elle-même tout au long de la séance. L'hypnothérapeute utilise des techniques verbales et non verbales pour guider la personne vers un état de relaxation profonde où l'esprit est plus ouvert aux suggestions. Si l'hypnose a longtemps été entourée de mystères et de fantasmes, elle repose sur des mécanismes cérébraux bien connus et fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques.
Aujourd'hui, nous pouvons mieux comprendre son potentiel. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'hypnose, vous saurez que vous avez affaire à une pratique millénaire, riche d'histoire et pleine de promesses pour l'avenir.